Donc, nous allons avoir maintenant une présentation par Guillaume Devez, donc expert EDF, sur l'impact sur les barrages et les tunnels de la présence des lits hypigéniques du Drac et de la Loire, c'est ça? Voilà. Très bien. Rebonjour à tous. Donc effectivement, je suis Guillaume Devez. Donc je vais vous parler au nom du CFJ. Alors avant de commencer sur l'exposé, deux petites nouvelles au titre du CFJ. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que le président honoraire de l'Association internationale de géologie d'ingénieurs est décédé la semaine dernière. Donc c'était Paul Marinos, qui a beaucoup marqué l'ensemble de nos professions, notamment par ses travaux sur l'indice GSI, qui est abondamment utilisé pour décrire les masses rocheuses complexes. Donc voilà, donc je tenais à vous faire part de cette information et à associer cette assemblée à l'hommage qui lui sera rendu. Et puis la deuxième nouvelle, qui est un peu plus réjouissante, elle concerne notre prochaine séance technique sur un sujet qui, je pense, vous intéressera également tout le monde, qui est un sujet concernant la parution de la nouvelle norme de repérage avant travaux sur l'amiante naturel. Donc c'est une séance qui aura lieu au mois de novembre, qui sera ouverte à tous en ligne et pour laquelle vous avez quelques flyers à disposition. Alors, bon, voilà, donc c'est affiché. Donc moi je vais vous parler des travaux de Pierre Dufaux en tant que jeune ingénieur au service géologie d'EDF, et notamment sur un sujet qui l'a passionné, c'est-à-dire qu'il en parlait encore il y a quelques années avec beaucoup d'envie. C'est effectivement la problématique des lits fossiles, des lits épigéniques pour les projets de barrage et les projets de galeries. Alors, j'aurai un sommaire très simple. D'abord, on va définir de quoi on parle, et puis on aura deux sujets d'études, la vallée du Drac, à l'amont de Grenoble, la vallée de la Haute-Loire, avec un intermède entre les deux qui concernera un petit peu l'éclairage géologique et les controverses qu'ont pu apporter ces travaux. Alors, de quoi parle-t-on? Donc là, on parle de chemins d'écoulement souterrain, de perméabilité plus élevée que l'encaissant. Donc quand je vous dis ça, tout de suite on pense aux fameuses rivières souterraines des milieux karstiques, qui sont effectivement un sujet pour les concepteurs de barrages et pour les concepteurs d'ouvrages souterrains. Donc vous avez quelques photos des études qui ont été menées par EDF pour la galerie, pour la retenue de Sainte-Croix-du-Verdon. Donc c'est des méthodes d'investigation bien particulières de pénétration dans les réseaux, de marquage. Mon propos va se concentrer sur le premier point, qui sont les lits fossiles, donc des lits remplis d'alluvions qui peuvent contourner les berges de la retenue ou être recoupés par une galerie. Donc ces lits fossiles-là peuvent avoir un impact sur la sécurité, donc sécurité des travailleurs lors de la construction ou du percement de la galerie, sécurité publique avec un risque de débourrage lors de la mise en eau de la retenue. Et puis, ils peuvent avoir un impact économique, évidemment. Donc, on parle d'impact qui est lié à l'étanchéité nécessaire pour se prémunir contre ces risques, impact économique sur les débits de pompage, impact économique sur la perte d'eau, d'eau potable dans la réserve, et puis, ce sur quoi je vais naturellement un petit peu plus inciter, l'impact du productible hydroélectrique s'il s'agit d'un barrage hydroélectrique. Alors, les lits fossiles sont associés, dans mon propos, à une épigénie. Donc l'épigénie, je définis ce que c'est par les trois petits schémas que vous voyez en bas de mon slide. En fait, vous avez un lit, une rivière qui court sur son lit rocheux. Pour une raison ou pour une autre, une embâcle se produit à l'aval. L'ensemble de la vallée est remblayé par les alluvions de cette rivière. Et puis, pour une raison qui peut être tout à fait autre, une débâcle se produit et la rivière se réenfonce, mais elle ne se réenfonce pas nécessairement à la verticale de son cours initial. Et même, on va voir qu'elle peut se réenfoncer dans des endroits où le rocher est très dur, et pas nécessairement dans les endroits où le rocher est le plus tendre. Donc l'épigénie, c'est ça, et les lits fossiles qui en découlent, vous voyez bien que ce sont des objets qui peuvent présenter des géométries, des profondeurs, des remplissages, des perméabilités qui n'ont peut-être rien à voir avec le lit moderne. Alors, moi je vous amène dans les premières années de Pierre Dufaux, c'est-à-dire à l'immédiat après-guerre, dans les années 1940-1950. Qu'est-ce qu'on sait de ces phénomènes? À l'époque, une expérience douloureuse a été connue avec le barrage du Sauté,
donc dans le Haut-Drac, un barrage qui a été mis en eau en 1935, qui était un des plus grands barrages au monde à l'époque. Et ce barrage, malgré des études géologiques qui avaient été plutôt bien menées, mais qui avaient fait l'objet d'un optimisme un peu trop béat, avait conclu à l'absence de risque de fuite de la retenue. Malheureusement, à la mise en eau en 1935, des débits très importants de fuite sont apparus dans une rivière parallèle au cours du Drac, qui s'appelle la Césia, avec des débits qui ont commencé à apparaître de 1,5 m3 seconde et qui sont montés jusqu'à 2,5 m3 seconde. Alors dans tout mon exposé, j'ai un petit indicateur qui est ramené le débit annuel des pertes au volume de la retenue. Donc c'est un indicateur qui a aucun sens, qui est juste là pour donner un ordre de grandeur des fuites dont on parle. Donc vous voyez là, on parle de quelque chose qui est quand même un débit de fuite annuel de 75% de la capacité de stockage de la retenue. Bon, c'est quand même très notable. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passait? Vous avez bien compris qu'il y avait une fuite, un contournement par la rive droite de la retenue à la faveur d'un remplissage plus perméable. Les études menées, notamment les nombreux sondages menés par EDF dans les années post-guerre, ont montré qu'en fait il y avait 3 chemins de contournement, donc de distance, de longueur plus ou moins variable, qui ont fait que les tentatives d'étanchéité de la berge dans les années 35-38, avec des quantités phénoménales de ciment et de bentonite, n'ont pas été concluantes. Parce qu'effectivement, à l'époque, on ne savait pas trop où l'eau partait, on s'obstinait à boucher un des écoulements, mais en fait, c'était les 2 autres qui étaient les plus contributeurs. Donc voilà l'état des lieux. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le secteur, vous allez voir les vestiges des ouvrages de protection, parce qu'évidemment, 2,5 m3 seconde d'eau qui jaillissent à travers un matériau perméable, donc érodable, ça peut avoir des dégâts considérables. Et à l'époque, les développeurs de barrages avaient mis en place tout un système de protection, donc des gabions, des pales planches et des mesures de débit qui sont toujours en activité, puisque l'ouvrage est suivi régulièrement par l'exploitant qui est désormais EDF. Donc ça, c'est un premier cas. Vous voyez, on est à l'avant-guerre déjà et on sait que le sujet peut être critique. Donc, je me projette un peu plus tard. On est à l'après-guerre, on est sur un barrage qui est à l'aval du barrage du Sauté, qui est le projet de barrage de Saint-Pierre-Cognier. Et là aussi, donc toujours sur le Drac, là aussi, le géologue, avec un œil avisé, qui n'est pas forcément évident à voir sur la photo que je vous présente, mais qui est une photo d'époque, voit dans la falaise calcaire de la rive droite une entaille remplie d'alluvions. Cette entaille remplie d'alluvions, immédiatement, avec le retour d'expérience défavorable du Sauté, on peut penser que c'est un lit fossile, et c'est effectivement un lit fossile qui court-circuite le lit du Drac et qu'il fait résurger dans un affluent aval du Drac qui s'appelle la Bonne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, pour vous montrer un petit peu la psychologie à l'époque, ce projet-là a fait l'objet d'un essai grandeur nature de mesure des fuites. C'est-à-dire qu'on a dérivé l'eau d'une galerie d'amener d'une usine existante qui s'appelait la Bonne inférieure à travers le lit fossile via une galerie nouvellement créée pour pouvoir mettre en charge le lit fossile et pour pouvoir mesurer le débit de fuite. Et c'est donc cette expérimentation qui est quand même assez inédite, qui est assez osée et assez inédite par les moyens mis en œuvre, elle a conclu à des débits qui sont importants, mais somme toute modiques, et qui ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de faire des travaux d'étanchéité. Et donc le projet a été développé ultérieurement, il est en eau, et effectivement les débits de fuite sont même inférieurs aux prévisions que je vous présente ici. Alors pareil, quelques photos, alors là ce n'est pas ce que vous voyez, ce sont les photos du dispositif d'époque, parce que vous imaginez bien qu'en 1939-1940, mesurer avec précision des débits de litres seconde dans un massif de plusieurs milliers de mètres cubes, c'est pas chose facile. Et donc vous avez quelques exemples de la galerie et des systèmes de porte étanches qui ont été nécessaires. Alors,
J'en viens, alors pardon, excusez-moi. Dernier point, là je vous parle des fuites de barrage, on peut aussi parler des ouvrages souterrains. Donc vous avez derrière moi la figure de droite qui est le cours actuel du Drac, et puis en pointillé, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont les différents lits fossiles que l'on peut inventorier sur le terrain. D'accord? Donc vous voyez les lits fossiles de l'ancienne Souloise, de l'ancienne Drac et de l'ancienne Césia. Ce que je vous montre là, c'est, imaginons un projet tel que le projet du barrage de Cordéac, qui va être réalisé, qui doit amener par ouvrage souterrain l'eau à une usine plus à l'aval. Le concepteur, il a plusieurs choix. Soit il passe en rive droite, c'est la courbe bleue, et à ce moment-là, on recoupe plusieurs fois les lits fossiles, donc avec un risque de venue d'eau importante et d'instabilité du front de notre galerie. Soit il se met en rive gauche, et là il recoupe une fois, c'est déjà un petit peu mieux. Et en fait, ce qu'il choisit, c'est de passer en siphon la vallée du Drac actuel à l'endroit où le lit fossile recoupe le lit actuel. Et donc vous comprenez bien qu'à cette intersection-là, évidemment, il n'y a plus de remplissage alluvial, on passe en aérien dans le lit fossile. Dans le lit actuel, pardon. Donc retenez bien cet exemple, c'est une petite digression vers les ouvrages souterrains, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est quand même quelque chose qui est, enfin, une configuration qui est valorisable même pour les barrages. Alors, venons-en à Monténard, aux études menées par Pierre Dufaux. Donc Pierre Dufaux récupère un dossier qui a été porté par la société SAE pour un exploitant qui s'appelait les Forces Motrices de Bonnet-Drac avant la nationalisation. Ce projet avait identifié plusieurs entrées de lits fossiles en rive gauche de la vallée actuelle du Drac et plusieurs sorties. Un comité d'éminents géologues de l'époque avait conclu à la faisabilité du projet, mais avec des débits de fuite qui étaient des débits de fuite importants. Ils avaient préconisé la réalisation d'un écran d'étanchéité, mais écran d'étanchéité qui était économiquement très, très impactant. Donc le projet vivait sa vie, mais n'était pas vraiment jugé économiquement rentable. Que je ne me trompe pas, donc en 1947, sur la recommandation de ces experts, des sondages ont été réalisés et montrent qu'effectivement, il existe un lit fossile dont le fond du Talweg est 100 mètres en dessous de la cote de retenue projetée. Donc 100 mètres, imaginez bien le gradient hydraulique qui peut transiter là-dedans, et on arrive à des débits estimés de fuite de plusieurs mètres cubes secondes. D'accord ? Donc EDF reprend les études, et c'est un slide sur lequel je vais un peu m'appesantir, et donc les confie notamment à Pierre Dufaux. Alors, l'avantage de Pierre Dufaux, c'est que c'était quelqu'un qui aimait éperdument faire du terrain. Donc ça, quand on fait de l'ingénierie géologique, c'est quand même une qualité qui est bien en avant. Et rapidement, il met en œuvre un principe qui est le principe de la conservation des pentes de versant. Donc c'est la petite figure que vous voyez en haut à gauche, que j'ai cerclée de rouge. L'idée, c'est, vous avez un lit ancien. Donc ce lit ancien, il a conduit à un profil d'équilibre des versants. D'accord? Donc vous ne savez pas où il est, ce lit ancien. Il est masqué par les alluvions. Par contre, le lit récent, lui, il a entaillé de façon plus récente les versants, donc il a une pente de versant beaucoup plus raide. Et par prolongation de la pente du versant ancien, on est capable de localiser avec plus ou moins de précision la trace possible du lit fossile que l'on ne voit pas. Et donc, d'optimiser les campagnes de reconnaissance, c'est-à-dire que plutôt de faire des sondages à corps et à cri, de localiser nos sondages à l'endroit supposé de passage de ce lit ancien. Donc ce principe-là, il est toujours applicable de nos jours. Il a montré son efficacité dans plusieurs configurations, et donc je pense qu'on peut en attribuer la paternité à Pierre Dufaux. Bon, je vais passer assez vite sur les reconnaissances qui ont été mises en œuvre, je vous laisse lire. Sachez qu'en 1950, EDF a fait appel aux ingénieurs de ce qui deviendra l'INGV Milan en Italie pour faire de la sismique réfraction. Donc c'était quand même une première à cette époque-là. Vous avez une planche illisible qui est le résultat de cette sismique réfraction qui se traduit par des courbes de niveau du bedrock sous le remplissage alluvial du plateau de Sinard.
géophysique évidemment calée par des sondages et par une galerie de reconnaissance dont vous avez la photo actuelle, une galerie de reconnaissance d'un peu plus d'1 kilomètre qui est venue reconnaître les lits fossiles et notamment le remplissage caillouteux. Donc l'interprétation de tout ça, c'est en fait il existe, donc Pierre Dufaux a toujours défendu l'existence de 2 lits fossiles, un lit très ancien, dit Drac de Sinard, qui passe très au large du Drac actuel, qui fait une longueur de plusieurs kilomètres, et puis un lit fossile plus proche du Drac actuel, qui est plus récent, et qu'il appelle Drac de Cros. Le petit point cerclé de rouge, c'est l'endroit où le Drac de Cros tangente le Drac de Sinard. D'accord ? Et tout le débat, toute la controverse dont je vais vous parler par la suite consiste à dire, est-ce que cette crête topographique existe vraiment? Est-ce que la géophysique est suffisamment précise pour la voir? Est-ce que les sondages sont suffisamment précis? Ou est-ce que en fait, les 2 lits, les 2 dracs se chevauchent? Et donc, vous comprendrez bien que selon l'hypothèse qu'on retient, les débits de fuite, les conséquences peuvent être totalement différentes puisque les longueurs de contournement s'en trouveraient distinctes. Je vous montre aussi, mais alors rapidement, en haut à droite, un schéma de la main de Pierre qui explique la chronologie relative d'enfoncement des 3 lits, donc les 2 lits épigéniques du Drac et les 2 lits fossiles. OK? Alors, je vais vite. Les résultats, modèle réduit dans les années 50, qui prédit un débit de fuite qui en fait s'avère par la réalité un petit peu surestimé. La réalité qui a été mise en œuvre, qui a été mesurée lors de la mise à eau en 1963, et un débit de fuite de l'ordre de 580 litres seconde, débit de fuite qui est non évolutif, qui est toujours suivi par EDF à une résurgence qui s'appelle le Ravenne Pierrefeu. Et donc vous avez en photo les dispositifs de mesure tout à fait conséquents de ces fuites. Alors, petite parenthèse géologique, la communauté scientifique géologique s'est emparée des travaux et des observations du service géologie d'EDF et de Pierre Dufaux en particulier, mais n'a pas vraiment suivi les conclusions. Aujourd'hui, ce que vous pouvez retrouver dans la littérature, c'est que il y a 2 lits du Drac, effectivement, mais par contre, leur chronologie est opposée à celle défendue par Pierre Dufaux, c'est-à-dire que le Drac de Cros est antérieur au Drac de Sinard. Alors Pierre, c'était quelque chose qui l'irritait, mais la patine des ans faisait qu'il s'en était accommodé. Mais par contre, il n'était pas d'accord sur le principe. Je finirai juste sur le Drac en vous montrant sur la figure de droite les différents lits fossiles inventoriés sur le Drac par Montjuvin et ses équipes dans les années 1970. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Et ça fait dire aux géomorphologues que le Drac, c'est la patrie des épigénies en France. Alors la patrie des épigénies, parce qu'en fait il y a eu des différents mouvements des langues glaciaires qui barraient successivement les vallées, et donc qui obturaient les vallées, qui se renfonçaient pas forcément au même endroit. Alors je passe sur un autre projet, qui est un projet donc en Haute-Loire, qui appartient à l'aménagement de Montpezat. Donc l'aménagement de Montpezat, pour ceux qui connaissent, c'est un aménagement existant, qui fait 130 MW, qui dérive les eaux de l'Allier vers le bassin versant de l'Ardèche via une galerie, une usine souterraine et un puits de prise sous glaciaire dans le lac de cratère d'Issarles. Donc là, le projet qui était étudié par Pierre Dufaux comportait également un grand barrage sur la Loire, au lieu-dit Arlande. Ce grand barrage était dans un contexte géologique de socle granitique avec des coulées basaltiques, des coulées de plateaux. Et donc, vous imaginez bien, c'était la même époque, le traumatisme des lits fossiles de Monténard et du Sauté et les études de Monténard faisait que tout de suite, les géologues d'EDF, ils étaient très sensibles à l'existence de contournements. La petite photo que vous avez en bas à gauche, donc photo d'époque également, je m'en excuse, elle montre que sur votre droite, affleurement granitique, donc un socle granitique étanche, et à gauche, des coulées basaltiques qui peuvent masquer d'autres terrains. Et effectivement,
les campagnes de sondage qui sont représentées par la figure de droite montrent l'existence d'un entaillement dans le socle granitique rempli de galets dans des matrices argileuses et recouvert des coulées basaltiques. Donc là, on est dans un modèle de fonctionnement qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que les épanchements volcaniques quaternaires ont bouché la vallée qui s'est remplie d'alluvions et la vallée s'est reconstruite, enfin recreusée un petit peu plus à l'est. Donc pour des raisons que je vous épargne, ce projet-là, enfin cet axe de barrage-là n'a pas été retenu et il a été étudié un axe de barrage plus à l'amont. C'est l'axe, je veux dire que c'est l'axe amont. Sur cet axe amont, deux possibilités étaient tout de même évoquées. La première possibilité, c'est celle que j'ai entourée de rouge. C'est un axe de barrage à l'endroit où le lit fossile recoupe le lit actuel. Donc vous comprenez bien, là, il n'y a plus de risque de contournement. Par contre, les concepteurs de barrage se trouvent vers un profil de vallée qui est très évasé, puisqu'on est sur un profil de vallée de l'ancienne vallée, avec un profil d'équilibre. Ils sont plus favorables au petit trait que vous avez un petit peu plus à l'aval, qui est un petit trait sur l'axe de la vallée moderne, donc avec des profils plus resserrés, donc avec un volume de barrage moindre pour la même capacité de retenue. Par contre, cet axe aval se trouve avec une problématique de contournement de lit fossile, un lit fossile très important que je vous ai représenté, enfin, que Pierre a représenté par la coupe qui vous est présentée, avec un remplissage qui est différent de celui de l'axe aval de tout à l'heure, qui est composé de sable. Et par rapport à la configuration aval, on remarque ici qu'on n'a pas de fermeture piézométrique, c'est-à-dire que la ligne piézométrique qui est représentée, elle reste par endroits, en toute saison, inférieure à la cote projetée de la retenue. D'accord ? Donc ça veut dire que la nappe ne va pas faire étanchéité à d'éventuels écoulements depuis la retenue dans le lit fossile. Donc ce projet-là, pour être viable, nécessitait d'étancher la zone que j'ai cerclée de rouge. Donc c'est à peu près 10 000 m² de voile d'injection, donc un coût économique non négligeable, et ça a conduit à la non-réalisation de ce projet. Le barrage d'Arlande, quel que soit son axe, n'a jamais été fait. Voilà. Donc ces travaux-là, je l'ai rapidement dit, ont été menés par Pierre Dufaux, qui a également mené des travaux d'implantation d'une galerie qui, dans le même projet, avait pour objet de ramener les eaux de l'Allier vers la Loire. Et donc cette galerie, elle traversait un contexte géologique particulier, donc un socle granitique, avec ça et là des cheminées volcaniques qu'il était préférable d'éviter parce qu'on ne savait pas trop quelle était la nature du rocher qu'on pouvait trouver à proximité de ces cheminées volcaniques, et potentiellement donc des vallées fossiles, des lits fossiles de l'ancienne Loire ou de ses affluents. Et donc, quelque chose que j'ai trouvé remarquable, c'est que Pierre Dufaux a passé 1 mois et demi sur le terrain, tout seul, l'hiver, à faire des levées géologiques pour cartographier les endroits où affleurait le socle, les endroits où affleuraient des V dans les petits ruisseaux remplis de basalte, et à proposer, contrairement aux 2 tracés en ligne droite qui étaient étudiés à l'époque, un tracé légèrement dévié vers l'est, qui rallongeait d'environ 1,5 km le tracé de la galerie, mais qui avait l'avantage d'éviter à la fois les cheminées volcaniques et de ne recouper qu'un nombre très très limité de potentiels lits fossiles, et en tous les cas de les recouper dans leur partie très amont, donc où on pouvait penser qu'ils étaient assez peu approfondis. Bon, j'en resterai là. Pour la petite anecdote, les études de terrain de Pierre ont été validées par des campagnes de sondage, et il s'en est toujours voulu, en 1952, d'avoir laissé démobiliser la foreuse sans avoir pu vérifier par un 3e sondage sa fameuse théorie de la conservation des pentes. Il avait un doute, il se disait, je ne suis pas sûr que les 2 sondages aient été implantés dans l'axe du lit fossile, donc je ne suis pas sûr qu'on ait touché le fond. Ça l'a travaillé pendant 1 an. En 1953, il a réussi à remobiliser un atelier de sondage qui ont effectivement montré que
l'image qui était issue de la campagne de 1952 était fausse et que le lit fossile était 100 mètres plus bas que ce qui était retenu. Donc la vérité, on ne la saura jamais. On ne saura jamais si c'était un vrai lit fossile, mais voilà, l'obstination du géologue vis-à-vis des concepteurs de projet. Alors j'en ai fini. En guise de conclusion, moi je voulais rendre un hommage à Pierre qui a, avec le tout jeune service géologique, contribué à améliorer donc, la connaissance géologique des lits fossiles de la Haute-Loire et du Drac, ça je l'ai dit. Je pense qu'on peut garder de lui le principe de la conservation des pentes, qui est quelque chose que moi je vous l'ai dit, qui est toujours d'actualité. On peut garder aussi de lui, mais ça, tous ceux qui l'ont connu peuvent me confirmer qu'il avait une obstination et une conviction pour défendre ses positions. On a toujours un doute sur l'existence de lits fossiles en Haute-Loire, puisque pas de certitude sur une paléo-Loire. Par contre, on peut s'interroger sur, pour prendre un peu de hauteur, sur l'épigénie. L'épigénie, est-ce que c'est un danger avec les contournements de lits fossiles, ou est-ce que c'est une opportunité pour les concepteurs de barrages pour profiter de profils de vallées plus resserrés? Donc ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je pense que chaque cas est un cas particulier. Par contre, on vous a proposé dans le petit article que vous retrouverez dans la RFG une méthodologie d'étude de ces lits fossiles, donc progressive. D'abord vérifier si on a une fermeture topographique souterraine. Si on ne l'a pas, est-ce qu'on a une fermeture piézométrique souterraine? Et si on ne l'a pas, quelles sont les données nécessaires pour estimer les débits de fuite et donc engager ou pas des études d'amélioration du contexte géologique. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention.